Retour sur Direct Gestion, le débat, mes invités ce matin, Cyriac Dayan de Conviction AM et Véronique Riche-Flores de RF Research. Messieurs, dames, on parlait évidemment des États-Unis, de la situation, hein, donc vous n'êtes pas d'accord, 2,5 de croissance, 1,8 pour l'année prochaine. Bon, voilà, avec des éléments évidemment qui se valent. On va regarder dans les autres parties du monde, notamment le Japon, qui était un de vos calls, on va dire, une de vos choix stratégiques pour cette année. Est-ce que vous restez sur le Japon, après ce qui s'est passé, notamment un trou d'air, on va dire, en septembre, début octobre, Cyriac Dayan? Oui, sans hésiter, les actions japonaises restent de notre point de vue un endroit où il faut être investi aujourd'hui. Et c'est une spécificité des actions japonaises, c'est qu'on n'investit pas pour la macro pour le coup, on investit pour la micro. Tout simplement parce que quand vous regardez la macro au Japon, alors après on peut débattre et que c'est sur le dernier chiffre de croissance, sur cette récession, mais on voit la volatilité du PIB japonais, finalement, il faut mettre ça en relation avec cet élément-là. Mais globalement, la macroéconomie au Japon, elle est pas extraordinaire, c'est clair. Il y a quelques éléments positifs, les hausses des salaires, une amélioration globalement du niveau de chômage ou d'autres éléments, mais en termes de résultats concrets sur les productions industrielles, le PIB, on voit que ça repart pas énormément. Alors vous dites ça ne repart pas au Japon, il n'y aura pas, on le sait maintenant, de soutien de la BOJ. Là, je ne dis pas ça. Enfin, en tout cas, elle s'est prononcée la semaine dernière, elle a dit pour l'instant, on ne fait pas. Pour l'instant, voilà, je pense que Mais vous pensez que ça va arriver? Je pense que si elle a une crainte et s'il y a encore des chiffres qui sont moyens, la BOJ agira, tout simplement parce qu'elle s'est engagée et pour le coup, elle est quasiment dans une logique de non-retour. Maintenant, elle peut plus se permettre d'avoir un échec vu ce qu'elle a mis dans le système. Ça sera sûrement moins massif que par le passé. Mais s'il faut aller acheter des actions, s'il faut augmenter un petit peu le niveau de liquidité, la BOJ sera là. De mon point de vue, il n'y a pas de doute. Maintenant, on voit également que si la Fed agit, on en parlait tout à l'heure, on peut anticiper une hausse du dollar, une baisse du yen et que ça sera un soutien pour l'économie japonaise et les entreprises japonaises. Ouais, c'est dur d'arrêter ces quantitative easing. On a l'impression, une fois que la machine est lancée, on l'a vu aux États-Unis, Q1, Q2, Q3. Bon, on parle même d'un QE4 et évidemment. Mario Draghi est en train d'augmenter, là aussi, le quantitative easing. La Banque du Japon, on a l'impression qu'on a mis le doigt dans l'engrenage. C'est extrêmement difficile pour les marchés, mais aussi pour l'économie, d'arrêter ou de réduire. C'est extrêmement difficile, d'abord parce que ça pose la question effectivement du maintien de bas niveaux de taux d'intérêt ou qui pourrait effectivement être menacé si on arrêtait. Ça pose la question aussi de la drogue à la dépréciation de la devise. Et je pense que dans le cas du Japon, mais peut-être également dans le cas de la zone euro, c'est quand même plus flagrant au Japon, on a cette vraie question. C'est-à-dire qu'on voit bien que dès que le yen se réapprécie, les marges des entreprises se pincent. Parce que, enfin les marges à l'exportation des entreprises se pincent. Et dans un contexte où la croissance, on l'a dit, n'est pas là, on a du va-et-vient, mais enfin, grosso modo, c'est quand même très étal, eh bien, il y a une fragilité, une sensibilité extrême à toute variation du taux de change. C'est pour ça aussi, je pense que la Banque centrale japonaise ne va pas intervenir tout de suite. Elle attend de voir. Pour l'instant, le yen s'est plutôt déprécié contre le dollar, donc elle n'a pas besoin de gaspiller, si je peux dire, ses munitions, qui sont déjà largement utilisées, 70% du PIB, le bilan de la Banque centrale. Donc, sur le Japon, quelle est votre opinion? Donc moi, sur le Japon, je pense que tant que le yen se déprécie face au dollar, la Banque centrale ne bougera pas. Et elle a plutôt tendance à attendre ce que va faire la BCE, parce que c'est là que l'euro peut se déprécier après un élargissement du quantitative easing de la BCE, qui risque de faire s'apprécier bien évidemment le yen contre euro, et d'avoir des conséquences négatives sur les résultats des entreprises japonaises. Et à ce moment-là, il faudra que la Banque centrale revienne du Japon pour déprécier sa devise. Donc on est quand même dans quelque chose qui ressemble à une guerre d'échange, bon, même si c'est peut-être pas, voilà, personne ne va le reconnaître, mais et c'est cette boucle infernale qui alimente le recours au quantitative easing sans suite. Alors bien évidemment, on ne sait pas où on arrive. In fine, dans 5 ans, quelle sera la situation, où on en sera? Est-ce que l'Europe aura également un bilan de la Banque centrale à 70% du PIB comme le Japon? Est-ce que, donc ça pose énormément de questions, mais de fait, on est très dépendant. Et effectivement, aujourd'hui, on voit bien, on a du mal, même si on a beaucoup de difficultés à justifier pourquoi la BCE va augmenter à nouveau son quantitative easing. Alors justement, Mario Draghi doit se prononcer le 3 décembre prochain. Bon, c'était le titre, les banques centrales à la manœuvre, de votre dernier point perspective. C'est vrai qu'on a l'impression que le marché est complètement suspendu à ces décisions. En revanche, Mario Draghi, par rapport à Janet Yellen, il a l'air quand même d'avoir son plan de marche et il rassure à chaque fois qu'il parle, même sans agir, les marchés.
Oui, il rassure parce il sait qu'il peut le faire, c'est plus facile de Whatever rassurer. it takes. Oui, exactement. Mais là, il rajoute. La question, c'est vrai que si vous regardez la macroéconomie en Europe, elle est loin, elle n'est pas catastrophique, surtout au niveau par rapport à la moyenne historique. C'est-à-dire qu'on a un rythme de croissance qui n'est pas extraordinaire, mais On est en train de sortir de l'ornière. on n'a jamais eu un rythme de croissance extraordinaire en Europe depuis de nombreuses années. Donc finalement, on est dans la moyenne. Mais par contre, la question c'est l'inflation. Moi je pense que c'est pour ça que la BCE aujourd'hui a peur, c'est qu'on voit que l'inflation, alors c'est l'inflation headline, cette inflation globale qui inclut l'alimentaire, qui inclut le prix des matières premières. On est d'accord là-dessus, c'est pas une inflation qui est forcément la plus juste. Mais c'est quand même l'inflation que voit l'investisseur, le consommateur de base, et cette inflation qui est extrêmement faible. Et elle dure dans le temps. Et ça fait peur à Mario Draghi et à la BCE, c'est finalement que ces anticipations d'inflation pour le consommateur se stabilisent ou se mettent proche de zéro. Et à ce moment-là, on sait qu'on rentre dans cette crainte déflationniste. C'est pour ça que la BCE, à mon avis, agit et va rajouter un petit peu finalement de quantitative easing dans son approche. Le deuxième élément, c'est que finalement, elle veut le faire avant que la Fed relève les taux. Parce que là, l'écart, on parlait de l'euro-dollar. Si vous avez une banque centrale, la Fed, qui relève ses taux et un mois plus tard la BCE qui baisse les taux, là ça vous envoie vraiment un contre-signal qui est extrêmement fort. Donc peut-être que la BCE veut agir avant que la Fed finalement agisse de manière à éviter ce grand Mario Draghi agirait dès le 3 décembre. Clairement, non mais de toute façon, où il le fait pas, et dans ces cas-là, c'est plus Mario Draghi, c'est plus Super Mario, comme on l'appelle sur les marchés, tout simplement parce que Mario Draghi, c'est un des rares banquiers centrales qui n'a jamais déçu les marchés depuis qu'il a pris la tête de la BCE. Aujourd'hui, oui, il a tardé parfois, mais il a fait en tout cas ce qu'il allait dire. Il a tardé vraiment très peu de temps, mais il a délivré systématiquement et le 3 décembre il va annoncer. La question c'est pas s'il va annoncer, c'est qu'est-ce qu'il va annoncer et dans quelle ampleur ça sera, parce qu'on a des ordres de grandeur qui changent. Alors où c'est juste une augmentation de la durée du quantitative easing, dans ces cas-là ça sera assez décevant. Soit c'est une augmentation de la taille du quantitative easing et dans ces cas-là c'est beaucoup plus intéressant, voire une baisse de certains taux de la BCE et dans ces cas-là c'est encore plus fort. Donc clairement il va y avoir une action et aujourd'hui on va regarder le 3 décembre tout simplement l'ampleur de l'action. L'action réelle dans l'économie réelle, c'est difficile, cette courroie de transmission, elle n'est pas évidente à trouver. On se souvient en son temps que Mario Draghi avait dû donc ferrailler contre ce qui était le plus hostile à ces mesures d'assouplissement quantitatif, de rachat d'actifs, les Allemands. Or, l'Allemagne est en train finalement d'en profiter de ces mesures. Alors l'Allemagne non seulement en profite, mais et peut-être parce qu'elle en profite d'ailleurs, ne marque plus aucune opposition. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'inflation allemande, on peut être un peu surpris de ce mutisme allemand ou de cette collaboration, suivisme en tout cas, de la position dominante de Mario Draghi. Donc l'Allemagne bénéficie effectivement, c'est assez spectaculaire, de ce mouvement de baisse des taux d'intérêt, en particulier le marché immobilier allemand s'est repris. Alors ça fait quelques trimestres que l'immobilier allemand va plutôt mieux, mais on voit clairement une inflexion, une accélération des tendances dans le sillage de la baisse des taux d'intérêt, qui a comme conséquence effectivement d'améliorer le background du consommateur allemand de manière tout à fait spectaculaire. C'est-à-dire qu'on retrouve y compris des mécanismes d'effet richesse qui avaient complètement disparu, qui étaient même nettement négatifs pendant des années en Allemagne. Et ça donne une configuration de l'économie allemande qui est tout à fait nouvelle, c'est-à-dire configuration très domestique, consommation intérieure, les services, de l'emploi dans les services, des tensions salariales dans les services. Et c'est une très bonne nouvelle, me semble-t-il, pour l'équilibre de la zone euro. On comprend moins comment les Allemands acceptent de voir les tensions un peu inflationnistes qui se profilent et d'imaginer que la BCE poursuive dans la voie qui est la sienne. Mais néanmoins, je pense que c'est vraiment un changement en profondeur de la conjoncture et de la configuration allemande. Ça veut dire quoi? Néanmoins, ça veut dire que l'Allemagne est plus capable de faire face au ralentissement de la demande internationale, à la médiocre performance de son industrie. Alors, c'est pas très bon pour la bourse allemande, bien évidemment. Par contre, pour l'économie allemande, c'est plutôt bon.
Ouais, il y a eu quand même ce trou d'air avec les inquiétudes sur la Chine. C'est vrai qu'on en parle moins en ce moment. Alors on va laisser ça de côté pour l'instant. Je voulais juste savoir, Cyril Dayan, puisqu'on arrive maintenant en fin d'année, au niveau de la gestion, est-ce qu'on est déjà en train de sécuriser les gains de cette belle année ou on continue à investir? Quelle est l'allocation qui est faite aujourd'hui au niveau du niveau d'investissement, notamment sur les actions? On considère qu'il faut être investi sur les actions, alors en fonction du profil de risque qui est celui du fonds ou celui de l'investisseur. Sur un fonds comme Conviction Premium, on a par exemple 40% d'actions, ce qui est un niveau relativement élevé. Tout simplement parce que la question de l'année calendaire, c'est très technique, in fine, c'est pas là où on fait la performance. Donc globalement, on considère que les actions, c'est là où il faut être parce que vous avez une croissance des bénéfices qui va continuer en 2016. On citait le cas du Japon pour répondre à la question pourquoi on est du Japon si on est négatif macro, parce que la micro est très bonne avec des entreprises qui délivrent en termes de résultats. C'est vrai aussi en Europe. Un peu moins aux États-Unis, beaucoup moins dans les émergents. Donc clairement, action avec un biais Europe et Japon. Après, pour diversifier le portefeuille, on considère qu'il y a de la valeur sur certains titres obligataires, en particulier le high yield aujourd'hui et les obligations des pays périphériques, où il reste un petit peu de valeur, même si beaucoup moins que par le passé, mais comparativement aux pays core, donc que ce soit les États-Unis ou l'Allemagne, là vous avez vraiment des niveaux de taux qui sont extrêmement bas en Allemagne, et aux États-Unis ils ne sont pas aussi bas, mais par contre en termes de croissance. Pays périphériques, on a vu que même le Portugal arrivait maintenant à avoir des taux à courte échevance, à moins de 2 ans en négatif. Malgré les élections, quand on fait un changement en termes de pouvoir, on se rend compte que la gauche qui arrive au pouvoir au Portugal va pas être aussi radicale comme souvent. On a eu le cas de Syriza qui est un cas extrême, mais globalement, une fois au pouvoir, les choses, le principe de réalité s'impose à tout le monde. On voit que la gauche, finalement, va continuer à payer la dette, va pas restructurer, etc. Donc, le Portugal, mais plus globalement, les pays périphériques se comportent plutôt bien. Donc, en termes d'allocation, et puis le dernier élément, c'est d'avoir un peu de devise, de ne pas être trop long euro. Donc, si vous pouvez diversifier en achetant un petit peu de dollars, en particulier, on considère qu'il y a de la valeur aujourd'hui sur cette devise-là. Du dollar, surtout des actions Europe et Japon, un petit peu de high yield ou des obligations pays périphériques. L'allocation, rapidement, Véronique, il nous reste une petite minute, pour fin 2015, début 2016, sur quoi on peut encore se positionner? Écoutez, moi je suis toujours dans l'optique d'un mouvement correctif sur les actions au niveau mondial, donc d'une fin de cycle qui a été touchée effectivement au printemps. Alors cette correction, elle ne se fait pas en une seule fois, il y a plusieurs vagues. La vague de remontée de ces 2 derniers mois quasiment est quand même tout à fait spectaculaire. C'est vrai qu'à un moment donné, elle pouvait même remettre en question l'idée que le cycle de moyen terme soit effectivement retourné. Néanmoins, je pense que ce mouvement de remontée s'épuise, on le voit partout, sur tous les indices. Et donc moi, je pense qu'effectivement, on a à nouveau probablement une période plus compliquée dans les prochaines semaines, notamment parce qu'on a des mouvements de politique monétaire à venir qui vont bouleverser un peu la donne. Alors on pourrait se dire, mais l'Europe est protégée. Oui, mais enfin, sauf que si l'euro décroche et que les pays émergents décrochent derrière, on voit bien que ça va être compliqué rapidement. Donc si j'entends bien, c'est prudence en attendant ces discours des banques centrales. Prudence après la respiration de ces dernières semaines. Et oui, et surtout le beau mois d'octobre qui a sauvé les gérants, en tout cas promet une fin d'année boursière plutôt positive. Merci Cyril Dayan, analyste gérant chez Conviction AM. Merci à vous Véronique Richefort, directrice de RF Research. Ce débat est terminé, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve avec divers directs investisseurs. On se reconnecte au marché. À tout de suite.